Croyez-vous qu'une personne sans rien, absolument rien, puisse conquérir le cœur de quelqu'un qui a tout? Qu'une paysanne méprisée, dormant avec les rats sous un pont, puisse devenir l'épouse de l'homme le plus puissant de la région? La plupart des gens diraient que c'est impossible, que ce n'est qu'un conte de fées, que dans la vraie vie l'amour véritable ne triomphe pas de la différence des classes. Mais si je vous disais que cette histoire s'est réellement passée dans la France médiévale, et que le prix de ce dépassement fut si élevé que le noble lui-même dut choisir entre son titre ou son cœur? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir comment Geneviève, une orpheline rejetée par tous, a conquis non seulement l'amour d'un chevalier, mais lui a enseigné le véritable sens du mot honneur. Et plus important encore, vous allez comprendre que le destin récompense ceux qui restent fidèles à leurs valeurs, même quand le monde entier dit que vous ne méritez rien. La douleur de Geneviève est la même douleur que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui. Être invisible, être méprisé, penser qu'on ne sera jamais assez pour mériter quelque chose de grand. Elle a grandi en entendant qu'elle était une ordure, que sa place était par terre, qu'elle ne serait jamais rien d'autre qu'une servante. Vous savez ce qui est pire? Elle a failli le croire. Failli. Mais quelque chose en elle, une étincelle têtue qui refusait de mourir, chuchotait qu'il y avait plus, que l'amour véritable existait, que la vie pouvait se retourner. Et c'est précisément cette étincelle qui a attiré l'attention d'Étienne de Valmont, un chevalier qui avait tout sauf ce qui comptait vraiment, quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'il était, non pour ce qu'il possédait. La solution que vous allez voir dans cette histoire ne vient pas de la magie ou de la chance, elle vient du caractère, de choix difficiles, de sacrifices que la plupart des gens n'auraient pas le courage de faire. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche, car des histoires comme celle-ci, qui touchent l'âme et enseignent le vrai dépassement, vous ne les trouverez que ici. Appuyez sur Play et venez avec moi dans ce voyage à travers la France médiévale, où le destin de deux âmes s'est croisé de la manière la plus improbable possible. Geneviève connaissait bien le goût amer du rejet depuis qu'elle se souvenait. Orpheline à 5 ans, lorsque la peste noire emporta ses parents, elle grandit en étant passée de main en main dans le village de Fontainebleau comme un fardeau que personne ne voulait porter. Elle finit à la taverne de Monsieur Dubois, un homme cruel au cœur dur comme la pierre, qui la faisait travailler depuis l'aube jusqu'à ce que la lune soit haute dans le ciel. Les autres filles du village se moquaient d'elle, l'appelaient la bâtarde sans nom, et les garçons la traitaient avec mépris, comme si elle était moins que la poussière sous leurs bottes. Mais ce qui faisait le plus mal à Geneviève n'était pas les insultes ou le travail pénible, c'était de voir dans les yeux des gens cette certitude absolue qu'elle ne serait jamais rien d'autre que cela, une servante méprisée, destinée à mourir dans la même misère où elle était née. Chaque matin, avant même que les coqs ne chantent, Geneviève était déjà debout lavant les sols graisseux de la taverne, portant de l'ours au dos du puits, servant les ivrognes qui arrivaient en titubant. Monsieur Dubois ne manquait jamais l'occasion de l'humilier devant les clients, jetant de la nourriture par terre et lui ordonnant de nettoyer avec ses propres mains, riant fort quand elle s'agenouillait. « Regardez la pauvre petite. Même les cochons de la ferme de Monsieur Beaumont ne travaillent pas autant qu'elle, » criait-il, arrachant des éclats de rire au présent. Geneviève avalait ses larmes, mordait sa langue, car elle savait qu'un mot déplacé pourrait signifier dormir sans manger pendant des jours. Mais à l'intérieur, elle gardait un rêve qui s'obstinait à ne pas mourir. Elle croyait, avec une foi presque naïve, que le destin avait quelque chose de mieux réservé pour elle, même si tous disaient le contraire. Ce que personne ne voyait en Geneviève était la noblesse qui habitait son âme. Malgré toute la misère, elle partageait le peu qu'elle avait avec les mendiants qui frappaient à la porte de la taverne, cachait des morceaux de pain dans les plis de son tablier pour les donner aux enfants affamés qui erraient dans les rues. Elle avait appris à lire toute seule, assemblant les lettres des vieux papiers qu'elle trouvait dans les ordures, mémorisant les mots qu'elle voyait écrits sur les enseignes des boutiques. Les nuits silencieuses, quand tout le monde dormait,
Elle regardait par la fenêtre du grenier où elle dormait et rêvait d'un amour véritable, de ce qu'elle entendait dans les histoires que les troubadours racontaient sur la place. « Je suis folle », chuchotait-elle pour elle-même, « une paysanne comme moi ne mérite pas de rêver si haut. » Mais quelque chose en elle insistait à croire que le dépassement était possible, que peut-être, juste peut-être, son histoire pourrait être différente de ce que tous prédisaient. Étienne de Valmont était le genre d'homme qui faisait courber les gens rien que par sa présence. Grand, aux larges épaules et au regard pénétrant, il portait le poids de la noblesse sur ses épaules comme on porte une armure qu'on ne peut jamais enlever. Héritier du duché de Valmont, l'une des familles les plus puissantes de France, Étienne avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, de vastes terres, des richesses qui nourriraient des générations, le respect de tous ceux qui croisaient son chemin. Mais qui regardait dans ses yeux pouvait voir quelque chose que l'or n'achetait pas, une tristesse profonde, de celles qui ne se guérissent ni avec le temps ni avec la fortune. Il avait perdu sa femme, Isabeau, lors d'une attaque barbare au château 3 ans auparavant, et depuis vivait comme un fantôme dans sa propre vie, accomplissant ses obligations, honorant ses engagements, mais sans rien ressentir à l'intérieur. L'honneur était tout pour Étienne. Il avait été élevé par son père, le défunt duc Henri de Valmont, avec un code rigide, ne jamais mentir, ne jamais trahir sa parole donnée, ne jamais souiller le nom de la famille. Étienne prenait cela tellement au sérieux qu'il refusait les propositions de mariage des plus belles dames de la cour, ignorait les murmures des conseillers qui disaient qu'il avait besoin d'un héritier mâle pour continuer la lignée. « Je me suis marié une fois par amour véritable, » disait-il, « je ne me remarierai pas juste par convenance. » Sa petite fille, Amélie, de seulement 7 ans, était la seule lumière qui brillait encore dans sa vie. La petite avait les yeux de sa mère et le sourire qui réussissait à lui arracher une légère courbure des lèvres, même les jours les plus sombres. Mais Étienne savait que la petite avait besoin de plus qu'un père plongé dans le deuil, elle avait besoin de joie, de vie, d'espoir. Ce matin froid d'automne, Étienne chevauchait seul à travers les terres du duché, inspectant les villages sous sa protection. C'était son devoir de seigneur féodal de s'assurer que ses vassaux allaient bien, que les récoltes étaient justes, que personne ne souffrait de la faim sous son domaine. Il prenait cela au sérieux parce qu'il croyait que la véritable noblesse ne résidait pas dans le titre, mais dans les actions. Beaucoup de nobles exploitaient leurs paysans, prélevaient des impôts absurdes, vivaient dans le luxe pendant que le peuple mourait de faim. Étienne méprisait ces hommes de toutes ses forces. L'honneur d'un homme se mesure à ce qu'il fait pour les plus faibles, disait toujours son père, et Étienne portait ces mots comme un serment sacré. Ce jour-là, chevauchant vers le village de Fontainebleau, il n'avait aucune idée que le destin était sur le point de mettre sur son chemin quelqu'un qui allait bouleverser sa vie, quelqu'un qui testerait tout ce en quoi il croyait sur l'honneur, la noblesse et l'amour véritable. Le ciel s'assombrit soudainement, comme si Dieu avait tiré un rideau gris sur Fontainebleau. Étienne eut à peine le temps de s'abriter avant que la tempête ne s'abatte avec force, les tonnerres résonnant comme des tambours de guerre et la pluie tombant si fort qu'elle semblait laver la terre elle-même. Il éperonna son cheval vers la seule construction en vue, une vieille taverne malodorante, de celles qui servaient du vin aigre et du pain dur. Ce n'était pas le genre d'endroit qu'un duc fréquentait, mais la pluie ne respectait pas les titres de noblesse. En poussant la porte de bois grinçante, Étienne secoua l'eau de sa cape et regarda autour de lui. Table sale, odeur de sueur mélangée à de la bière éventée, et un groupe d'hommes ivres jouant au dé dans le coin. C'est alors qu'il entendit le cri, un cri de douleur étouffée qui venait de la cuisine. « Espèce d'incapable! Tu as cassé ma meilleure cruche !» La voix rauque de Monsieur Dubois trancha l'air, suivi du bruit d'une gifle qui fit serrer les poings à Étienne instinctivement. Il tourna la tête et vit une jeune femme tomber au sol, tenant son visage tandis que des tessons de céramique s'éparpillaient autour d'elle. Geneviève.
Elle essayait de se lever, mais le propriétaire de la taverne la repoussa au sol avec son pied. « Reste là, c'est ta place, avec les ordures. » Les autres clients rirent, certains applaudirent comme si c'était un spectacle amusant. Mais ce qui attira l'attention d'Étienne ne fut pas la cruauté. Malheureusement, il avait déjà vu pire. Ce qui le paralysa fut la façon dont la jeune fille leva les yeux. Il n'y avait pas de colère dans ce regard, ni de haine, ni de vengeance. Il y avait de la dignité. Une dignité que beaucoup de nobles de la cour ne possédaient pas, même vêtus de soie et de joyaux. À cet instant, quelque chose remua dans sa poitrine, quelque chose qu'il pensait être mort avec Isabeau. « Assez !» La voix d'Étienne résonna dans la taverne comme un tonnerre, faisant tourner tout le monde vers lui. Monsieur Dubois pâlit lorsqu'il reconnut le blason brodé sur la cape du chevalier, le lion doré de Valmont. « Eh mon seigneur, je ne savais pas que votre seigneurie était ici. » L'homme bégayait, suant à grosses gouttes. Étienne marcha jusqu'à Geneviève, qui était toujours au sol, paralysée de surprise, et lui tendit la main. « Levez-vous, dit-il d'une voix ferme mais douce. Geneviève hésita, regarda la main tendue comme si c'était un mirage, puis lentement plaça sa petite main calleuse dans la sienne. Quand elle se leva, Étienne vit de près ses yeux, verts comme les forêts de Valmont, brillant de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Quel est votre nom » demanda-t-il. « Geneviève, monseigneur, » répondit-elle doucement, mais sans détourner le regard. À cet instant, Étienne eut l'étrange certitude que le destin venait de placer devant lui quelque chose de précieux, quelque chose qu'il ne savait pas qu'il cherchait, quelque chose qui changerait tout. Étienne ne pouvait pas chasser cette scène de sa tête. 3 jours s'écoulèrent depuis la rencontre à la taverne, mais l'image de Geneviève restait vivante dans son esprit comme une flamme qui refusait de s'éteindre. Il essaya de se concentrer sur les affaires du duché, les réunions avec les vassaux, les rapports de récolte, mais rien ne fonctionnait. La vérité est qu'il voyait en elle quelque chose qu'il trouvait rarement parmi les nobles, un honneur qui ne venait pas du nom de famille ou de la naissance, mais de l'intérieur. La 4e nuit, assis seul dans la bibliothèque du château, il prit une décision qu'il savait qui provoquerait un scandale. Amélie, sa fille, avait besoin d'une dame de compagnie, quelqu'un qui prendrait soin d'elle avec un véritable affection, pas ces gouvernantes froides que la cour offrait. Et Étienne avait besoin de revoir Geneviève, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'elle avait éveillé en lui. « C'est le destin qui me donne une seconde chance », murmura-t-il pour lui-même, sans savoir qu'il était sur le point de défier tout ce que la société considérait acceptable. Le lendemain matin, Étienne retourna à la taverne de Fontainebleau monté sur son cheval noir, accompagné de 2 gardes. La nouvelle se répandit dans le village comme le feu dans la paille sèche, le duc de Valmont était revenu. Monsieur Dubois faillit s'évanouir quand il vit le cortège s'arrêter devant la taverne. « Amenez la jeune Geneviève ici dehors », ordonna Étienne d'une voix ferme. Geneviève apparut à la porte, pâle, tremblante, pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal et qu'elle serait punie. Mais ce qu'elle entendit la choqua encore plus. « Geneviève, je vous offre une position au château de Valmont comme dame de compagnie de ma fille Amélie. Vous aurez le logement, la nourriture, des vêtements dignes et un salaire juste. Acceptez-vous » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les gens qui s'agglutinaient autour ne croyaient pas ce qu'ils entendaient. Une paysanne méprisée emmenée au château du duc? C'était plus qu'inhabituel, c'était scandaleux. Mais Geneviève, les larmes coulant sur son visage, répondit d'une voix étranglée, « J'accepte, monseigneur. J'accepte de tout mon cœur. » Le village entier explosa en commérage avant même que Geneviève ne parte. « Cette misérable a dû faire de la sorcellerie pour que le duc soit envoûté comme ça », criait Madame Rousseau, la couturière. « Ce n'est pas possible que ce soit juste pour s'occuper de la petite, tout le monde sait ce qui se passe vraiment quand un noble emmène une paysanne au château », chuchotait Monsieur Fontaine avec un sourire malicieux. Les filles qui méprisaient Geneviève auparavant la regardaient, maintenant avec une envie déguisée en indignation.
Monsieur Dubois, le propriétaire de la taverne, feignait d'être offensé de perdre sa meilleure travailleuse, mais à l'intérieur il était heureux de se débarrasser d'elle. Geneviève écoutait tout en silence pendant qu'elle rangeait ses quelques vêtements dans un vieux sac de toile. Elle savait que les langues venimeuses allaient continuer à parler, que sa réputation était déjà détruite avant même de mettre le pied au château. Mais quelque chose en elle, une petite voix ferme, disait que c'était la chance qu'elle avait demandée au destin lors des nuits froides de prière. C'était la porte qui s'ouvrait vers une vie de dépassement, même si le chemin était pavé de jugements et de regards de travers. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que le véritable défi était encore à venir, dans les murs du château, où tout le monde n'allait pas la recevoir à bras ouverts. Les premiers jours de Geneviève au château de Valmont furent comme vivre dans un rêve qu'elle craignait de voir se terminer à tout moment. La chambre qu'on lui donna était plus grande que toute la taverne où elle vivait. Elle avait un vrai lit avec des draps propres, une fenêtre donnant sur le jardin de roses, et même une bassine avec de l'eau tiède pour se laver le visage chaque matin. Mais ce qui transforma vraiment cet endroit en foyer fut Amélie, la petite fille de 7 ans qui embrassa Geneviève le premier jour comme si elle était un cadeau envoyé par les anges. « Tu es si belle. Tu vas être ma meilleure amie ?» demanda la petite avec ses yeux bleus pleins d'espoir. Geneviève sentit son cœur fondre. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voulait près d'elle non pas pour servir, mais simplement pour être là. Elle passait les jours à enseigner à Amélie la broderie, racontant des histoires, jouant dans les jardins. Et peu à peu elle réalisa que la petite n'avait pas juste besoin d'une nounou, elle avait besoin d'amour véritable, du genre que sa mère avait emporté trop tôt. Étienne observait tout de loin, toujours avec ce regard sérieux mais qui parfois s'adoucissait. Il voyait comment Amélie riait à nouveau, comment la petite retrouvait la vie dans les yeux, comment elle courait dans les couloirs derrière Geneviève avec une joie qu'il n'avait pas vue depuis des années. Et plus il observait, plus il se surprenait à prêter attention non seulement à sa fille, mais à Geneviève. À la façon délicate dont elle tenait les mains d'Amélie, à la patience infinie qu'elle avait pour enseigner, à la noblesse avec laquelle elle traitait même les serviteurs les plus simples du château. Un après-midi, il passa près du jardin et entendit Geneviève enseignant à Amélie sur les fleurs. « Tu vois cette rose rouge, petite ? Elle n'a pas choisi de naître rose. Elle aurait pu être une vilaine épine, mais le destin en a fait quelque chose de beau. Tout comme les gens, peu importe où tu nais, ce qui importe c'est qui tu choisis d'être. » Étienne s'arrêta où il était, caché derrière une colonne, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, le cœur battant fort dans sa poitrine, cette sensation étrange de vouloir être près de quelqu'un juste pour entendre sa voix. Les semaines passèrent et l'inévitable arriva. Étienne commença à apparaître par hasard aux endroits où Geneviève se trouvait. Les dîners qu'il évitait auparavant, maintenant il tenait à y assister quand il savait qu'elle serait là avec Amélie. Les conversations qui commençaient sur l'éducation de la petite s'étendaient pendant des heures, se transformant en discussions sur les livres, sur l'honneur, sur la vie. Geneviève découvrit que derrière cette façade sérieuse il y avait un homme cultivé, sensible, qui lisait de la poésie en cachette et qui portait une tristesse aussi profonde que la sienne. Et Étienne découvrit que cette paysanne méprisée avait plus de sagesse et de compassion que tous les nobles de la cour réunis. Une nuit, après qu'Amélie se soit endormie, ils se retrouvèrent dans la bibliothèque. La lumière des bougies dansait sur les murs pendant qu'ils conversaient à voix basse. « Vous savez, Geneviève, » dit Étienne en regardant profondément dans ses yeux, « mon père m'a toujours enseigné que la véritable noblesse n'est pas dans le sang, mais dans le caractère. Je n'ai jamais complètement compris cela, jusqu'à vous rencontrer. » Geneviève sentit ses joues brûler. « Mon Seigneur, je ne suis qu'une. » « Non, » l'interrompit-il en prenant doucement sa main. « Vous êtes tout sauf juste. » À ce moment, tous deux sûrs, ce n'était plus de la gratitude ou du respect. C'était de l'amour véritable, du genre qui défie toute logique, tout protocole, toute hiérarchie. Et c'était exactement ce qui rendait cet amour impossible, dangereux et complètement inévitable.
Lady Isabelle de Montfort n'était pas femme à accepter la défaite. Grande, aux cheveux noirs comme la nuit et aux yeux froids comme la glace, elle avait été promise à Étienne depuis qu'ils étaient enfants, un arrangement fait entre les familles pour unir les terres et renforcer les alliances. Quand Étienne se maria avec Isabeau par amour, brisant l'accord, Isabelle avala l'humiliation en silence, attendant. Et quand Isabeau mourut, elle pensa que finalement son heure était venue. Elle passa 3 ans à visiter le château, à se rendre présente, montrant qu'elle serait l'épouse parfaite, la mère idéale pour Amélie. Mais alors apparut cette paysanne. Et ce qui était pire, Étienne la regardait avec cet éclat dans les yeux qu'Isabelle n'avait jamais vu diriger vers elle-même. Cette traînée va tout ruiner, siffla-t-elle à sa dame de compagnie, et je ne le permettrai pas. L'honneur de la famille Montfort était en jeu, et Isabelle ferait n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour récupérer ce qu'elle considérait sien par droit. Le plan d'Isabelle était simple, cruel et efficace. Lors d'une de ses visites au château, elle observa les habitudes de Geneviève, ses routines, ses mouvements. Elle découvrit que chaque matin la jeune fille allait aux appartements d'Étienne apporter les rapports de la veille qu'Amélie aimait dessiner dessus. Quelle touchante dévotion, commenta Isabelle avec un sourire venimeux à sa complice. La nuit précédant l'attaque, elle vola un précieux collier de perles de la défunte Isabeau, un bijou de famille qu'Étienne gardait comme une relique sacrée, et le cacha parmi les affaires de Geneviève. Le lendemain matin, elle monta le théâtre parfait. Pendant le petit déjeuner avec la famille, Lady Isabelle fit semblant de chercher désespérément le collier. « Mon Dieu, où est-il ? Étienne, avez-vous laissé quelqu'un entrer dans les appartements d'Isabeau ? Ce collier était inestimable. » Elle pleura de fausses larmes tout en insistant pour qu'on fasse une fouille dans tout le château. Par le destin de notre famille, nous devons le retrouver. Le majordome, sous pression, organisa la perquisition dans toutes les chambres. Et quand ils entrèrent dans la chambre de Geneviève, le collier était là, caché dans l'oreiller. Le monde de Geneviève s'effondra en quelques secondes. Elle était dans le jardin avec Amélie quand les gardes vinrent la chercher. « C'est une erreur. Je ne volerai jamais. Jamais !» Elle criait pendant qu'on la traînait vers la grande salle, où Étienne se tenait debout, pâle comme un fantôme, tenant le collier dans ses mains tremblantes. Lady Isabelle était à ses côtés, avec une expression de fausse pitié. Pauvre fille, la tentation a dû être trop forte. Après tout, une paysanne n'avait jamais vu autant de richesses avant. Amélie courut vers son père en pleurant. « Papa, Geneviève n'a pas fait ça. Elle ne le ferait pas. » Mais les preuves étaient là, solides, irréfutables. Étienne regarda dans les yeux de Geneviève, cherchant « Quoi ? Une explication ? Un aveu ? J'ai eu confiance en vous, dit-il d'une voix étranglée par la douleur. J'ai ouvert les portes de ma maison, de la vie de ma fille, et vous. Geneviève sentit les larmes couler. Pas à cause de l'accusation, mais de voir qu'il doutait d'elle. Monseigneur, sur mon honneur, je jure que je n'ai pas fait cela. Quelqu'un a comploté contre moi. Isabelle lâcha un rire tranchant. Honneur ? Une voleuse qui parle d'honneur ? Quelle ironie ! Étienne ferma les yeux, serrant le collier contre sa poitrine. La douleur d'avoir perdu Isabeau revint avec force, mélangée au sentiment de trahison. Sans regarder Geneviève à nouveau, il prononça la sentence qui brisa son cœur en 1000 morceaux. Partez. Quittez mon château et ne revenez jamais. Si je revois votre visage, je vous ferai emprisonner. Geneviève sortit de la brisée, ne portant que les vêtements qu'elle avait sur le dos et un cœur en miettes, sans savoir que la vérité était sur le point d'éclater de la manière la plus inattendue. Geneviève retourna au village de Fontainebleau, portant plus que la douleur de l'accusation, elle portait le poids d'un cœur brisé. Monsieur Dubois refusa de lui donner refuge. Une voleuse ne travaille plus ici. Vous avez déshonoré le nom de ma taverne. Les portes se fermaient l'une après l'autre, les gens crachaient par terre quand elle passait, les enfants lui jetaient des pierres.
Geneviève finit par dormir sous le pont, utilisant des feuilles sèches comme couverture, mangeant les restes qu'elle trouvait dans les ordures. Mais même ainsi, elle ne maudit pas Étienne. Les nuits froides, regardant le ciel étoilé, elle chuchotait « Si c'était mon destin, qu'il en soit ainsi. Au moins j'ai connu l'amour véritable, même si ce fut pour peu de temps. » Elle ne savait pas qu'à ce moment précis, à plus de 20 km de là, une petite fille courageuse était sur le point de faire quelque chose qui changerait tout. Amélie ne pouvait pas arrêter de pleurer depuis que Geneviève était partie. Elle refusait de manger, ne voulait pas jouer, passait les jours enfermée dans sa chambre serrant l'ours en peluche que Geneviève avait cousu pour elle. Étienne essayait de la consoler, mais la petite le repoussait. « Tu as renvoyé la seule personne qui m'aimait vraiment. Tu es méchant, papa. Méchant. » Les mots coupaient Étienne plus profondément que n'importe quelle épée. Lady Isabelle, maintenant pratiquement installée au château, essayait de s'approcher d'Amélie, offrant des bonbons, de nouvelles robes, des promesses. Mais la petite la regardait avec une méfiance qu'elle ne pouvait même pas expliquer. Jusqu'à ce qu'un après-midi, Amélie jouait cachée derrière les rideaux de la chambre de Lady Isabelle et entendit la conversation qui révélerait tout. Isabelle parlait à sa dame de compagnie. Cette paysanne stupide pensait vraiment qu'elle allait rester avec Étienne? S'il vous plaît. C'était si facile de planter le collier, elle n'a même pas soupçonné. Le rire maléfique des deux résonna dans la chambre. Amélie se couvrit la bouche pour ne pas crier, le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il allait sortir de sa poitrine. Cette nuit-là, pendant le dîner, Amélie fit ce que sa mère aurait fait. Elle affronta l'injustice de front, même en étant juste une enfant. Elle se leva de sa chaise, regarda Lady Isabelle avec des yeux pleins de larmes mais une voix ferme, et dit assez fort pour que tout le monde entende, « Vous avez menti. Vous avez mis le collier de maman dans la chambre de Geneviève. Je vous ai entendu le raconter. » Le silence qui tomba sur la salle fut absolu. Étienne laissa tomber le verre de vin qu'il tenait, le bruit du verre se brisant au sol résonnant comme un tonnerre. Lady Isabelle devint blanche comme un linge. « Amélie, chérie, tu as du mal entendre, je n'ai jamais. »« Non !» cria la petite en tapant sa petite main sur la table. « Vous avez dit que c'était facile de planter. Je vous ai entendu. Vous avez éloigné Geneviève de moi parce que vous êtes jalouse d'elle. Parce que mon père la regarde avec un amour véritable et ne vous a jamais regardé comme ça. » Étienne se leva lentement, les mains tremblantes, le visage rouge de colère. Il regarda Isabelle et vit la culpabilité imprimée dans ses yeux qui essayaient de garder la contenance. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il d'une voix basse, dangereuse. Isabelle essaya de nier, mais la voix lui manqua. « Étienne. J'ai fait ça pour le bien de votre famille, pour l'honneur de votre nom, cette paysanne allait tout ruiner. » La fureur qui s'empara d'Étienne fut comme un volcan en éruption. Il expulsa Isabelle du château cette nuit-là même, lui interdisant de mettre les pieds sur les terres de Valmont à nouveau. Mais la plus grande colère était contre lui-même, pour avoir douté de Geneviève, pour ne pas avoir fait confiance à ses yeux honnêtes, pour avoir laissé l'orgueil parler plus fort que le cœur. Il avait maintenant un choix, rester au château embrassant son titre et son honneur souillés par la lâcheté, ou faire ce qu'il aurait dû faire depuis le début, se battre pour l'amour véritable, peu importe ce que la société disait. Étienne ne perdit pas de temps. Avant même que le soleil ne se lève, il était déjà monté sur son cheval, chevauchant comme un homme possédé vers Fontainebleau. Amélie avait supplié de venir avec lui, mais il promit qu'il ramènerait Geneviève. « Papa va tout arranger, mon amour. Papa va la ramener à la maison. » À chaque galop, il sentait le poids de la culpabilité serrer sa poitrine. Comment avait-il pu douter d'elle? Comment avait-il pu croire des preuves plantées au lieu de faire confiance au caractère qu'il avait lui-même vu de ses propres yeux? L'honneur qu'il chérissait tant avait été souillé non pas par Geneviève, mais par lui-même, en la condamnant sans même vraiment l'écouter. Quand il arriva au village à l'aube, il demanda à tous où elle était. La voleuse? Elle est là sous le pont, dormant avec les rats.
cracha un vendeur avec mépris. Étienne descendit de cheval et courut jusqu'au pont. Ce qu'il vit lui arracha des larmes. Geneviève recroquevillée, tremblant de froid, les cheveux sales, les vêtements déchirés, mais malgré tout, même détruite, elle dormait avec une expression de paix sur le visage qu'il ne pouvait comprendre. « Geneviève » chuchota Théil en s'agenouillant à côté d'elle et touchant doucement son épaule. Elle se réveilla effrayée, pensant que c'était quelqu'un d'autre venu lui faire du mal, mais quand elle vit que c'était Étienne, ses yeux se remplirent de larmes. « Monseigneur » commença-t-elle, mais il l'interrompit en prenant ses mains entre les siennes. « Non, ne m'appelez pas ainsi. Je ne mérite pas ce titre après ce que je vous ai fait. » Sa voix tremblait. « Amélie m'a tout raconté. Isabelle a avoué. J'ai été un fou, un lâche. Vous m'avez donné honnêteté, loyauté, amour véritable, et je vous ai donné suspicion et abandon. » Il baissa la tête, la voix se brisant. « Pardonnez-moi, Geneviève. Pardonnez-moi de ne pas avoir cru en vous, de ne pas vous avoir défendu, d'avoir laissé partir la seule bonne chose qui soit entrée dans ma vie depuis qu'Isabeau est parti. » Geneviève le regarda, vit les larmes coulant sur le visage de cet homme fier, et sentit le cœur qui était en miettes commencer à se reconstruire morceau par morceau. « Je vous pardonne, » dit-elle doucement, « parce que c'est ce que l'amour véritable fait. Il pardonne. Toujours. » Mais Étienne savait que demander pardon n'était pas suffisant. Il aida Geneviève à se lever, retira sa propre cape et la plaça sur ses épaules, puis fit quelque chose qu'aucun noble n'avait jamais fait dans l'histoire de Fontainebleau. Il s'agenouilla dans la boue, devant tous les villageois qui commençaient à se rassembler autour, et prit la main de Geneviève. « Geneviève, vous m'avez enseigné que la véritable noblesse ne vient pas des titres ou des terres. Elle vient du cœur. Vous avez plus d'honneur dans cette âme que tous les ducs de France réunis. » Il respira profondément. « Je renonce au titre de duc de Valmont. Je renonce aux terres, aux richesses, à tout. Amélie héritera quand elle aura l'âge, mais moi, je vous choisis. Je choisis l'amour véritable au-dessus de tout protocole, au-dessus de toute tradition. Épousez-moi. » Non pas comme un duc demandant la main d'une paysanne, mais comme Étienne demandant la main de Geneviève, deux êtres humains qui se sont rencontrés par le destin et se sont aimés par choix. La foule resta dans un silence absolu. Geneviève le regarda les larmes qui coulaient sur son visage, la sincérité brute dans ses yeux, et sentit que toute la douleur, toute l'humiliation, toute la souffrance avaient valu la peine pour arriver à ce moment. « Oui, » dit-elle d'une voix ferme et claire. « Oui, je vous épouse. Non pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes. » La nouvelle se répandit dans toute la France comme un scandale sans précédent. Le duc de Valmont avait renoncé à son titre pour épouser une paysanne. Toute la cour parlait, les nobles riaient, disaient qu'il était devenu fou. Mais Étienne ne s'en souciait pas. Il épousa Geneviève lors d'une cérémonie simple dans la chapelle du château, avec Amélie comme demoiselle d'honneur, souriant plus que jamais. Et quelque chose de surprenant arriva. Le peuple commun, les paysans, les serviteurs, tous ceux qui avaient été méprisés et oubliés par la noblesse, commencèrent à raconter l'histoire d'Étienne et Geneviève comme un symbole d'espoir. L'histoire que l'amour véritable triomphe de toute barrière, que le dépassement est possible, que le destin récompense ceux qui restent fidèles à leurs valeurs même quand tout semble perdu. Des années plus tard, quand on demandait à Étienne s'il regrettait d'avoir renoncé au duché, il regardait Geneviève à ses côtés, Amélie jouant dans le jardin, et disait « Je n'ai rien perdu. J'ai tout gagné. » Parce qu'à la fin, il avait appris la leçon la plus importante de toutes. Le véritable honneur n'est pas dans les titres hérités, mais dans les choix faits. Et il avait fait le bon choix. Astérisque astérisque conclusion avec APPL à l'action astérisque astérisque. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Geneviève aurait pu abandonner, aurait pu se rendre à la misère, aurait pu croire les mots cruels qui disaient qu'elle ne valait rien. Mais elle ne l'a pas fait. Même quand elle dormait sous un pont, même quand le monde entier l'a rejetée,
Elle a gardé la dignité, l'honneur, la foi que l'amour véritable était réel. Et Étienne? Il aurait pu rester prisonnier de l'orgueil, aurait pu choisir le titre et l'approbation de la société, aurait pu laisser la peur du jugement parler plus fort. Mais il a fait ce que peu aurait le courage de faire, il a renoncé à tout pour ce qui comptait vraiment. Maintenant je vous demande, vivez-vous prisonnier de ce que les autres pensent de vous? Laissez-vous de lutter pour vos rêves parce que quelqu'un a dit que vous n'êtes pas assez? Ou allez-vous avoir le courage que Geneviève a eu de continuer à croire, même quand tout semble impossible? Cette histoire n'est pas seulement sur la romance, elle parle de dépassement, de comprendre que votre valeur ne vient pas d'où vous êtes né ou de ce que vous avez, mais de qui vous choisissez d'être. Combien de fois avez-vous déjà cessé de poursuivre quelque chose parce que vous pensiez que ce n'était pas pour vous? Combien de fois avez-vous déjà cru les voix qui vous diminuent au lieu de croire au destin que vous pouvez construire? Geneviève nous enseigne que la véritable noblesse est dans le caractère, pas dans le nom de famille. Et Étienne nous montre que le véritable honneur vient de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand tout le monde dit que vous êtes fou. Alors voici mon défi pour vous. Quelle partie de cette histoire a le plus touché votre cœur? Était-ce le courage de Geneviève? Était-ce le sacrifice d'Étienne? Ou était-ce la petite Amélie défendant la vérité? Laissez ici dans les commentaires, parce que je veux savoir ce que vous avez ressenti. Et regardez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette histoire vous a touché, alors vous devez vous abonner à cette chaîne maintenant. Appuyez sur le bouton rouge là en bas et activez la cloche de notification. Parce que chaque semaine j'apporte des histoires de l'ère médiévale qui vont vous faire pleurer, vous émouvoir et croire que le dépassement est possible. Des histoires de gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, d'amour véritable qui a défié toutes les règles, d'honneur qui a vaincu la corruption. Ne manquez pas les prochaines vidéos parce que la prochaine histoire sera encore plus percutante. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire que le destin récompense ceux qui n'abandonnent pas, avec quelqu'un qui traverse un moment difficile et a besoin d'espoir. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas défini par ce que les autres disent de vous. Vous êtes défini par les choix que vous faites. Choisissez de croire. Choisissez de lutter. Choisissez l'amour véritable. On se voit dans la prochaine vidéo, et d'ici là, que votre histoire soit aussi épique que celle de Geneviève et Étienne.